Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Headshot, l'émission qui tire les portraits. Ce mois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Damien Mayence, développeur indépendant breton, qui après Ster-Eden et Flippon vient de sortir son dernier jeu Cthulhu, un jeu multi-coopératif accessible à tous, avec le studio Pixel Nest. Il nous parle de son expérience et nous donne quelques petits conseils pour bien développer en tant qu'indé. Bonjour Damien Mayence. Bonjour Marion. Alors ça fait quoi d'être un patron blanc de 37 ans dans le jeu vidéo? Pardon, j'avais trop envie de commencer sur la réalité là. Tu m'avais prévenu donc ça va. Surtout que je passe après des gens... Après lui, tout ça, voilà. ça va. Des gens super, des interviews super. Bah écoute, ça fait mal. Ça fait mal d'être vieux. Mais c'est quelque chose d'être vieux dans ce milieu déjà. Ouais, c'est vrai. Et oui, il n'y en a pas beaucoup. On se retrouve chaque année un peu à Donne au Game Camp et il y a souvent la table des vieux, la table des 36, 37 plus qui se retrouvent et qui se disent jusqu'à quand on fait ça? Et jusqu'à quand on fait ça? Je sais pas. Bon. On parlait avec Sébastien Dubois, GFX, je sais plus, qui fait Gladiabots et compagnie, et lui c'est une vraie question qu'il a, il est tout seul, et jusqu'à quand il fera ses jeux tout seul? Voilà. Bon, Est-ce que 55 ans, je pense qu'on fera des jeux tout le temps. 55 ans? Peut-être, non, il n'a pas 55 ans, Sébastien, mais est-ce qu'à 55 ans, tu continues de faire des jeux tout seul? Ah, je sais pas. C'est compliqué comme question, effectivement. Rester indépendant, ouais. Passer 50 ans, on en reparlera peut-être dans quelques années, ce serait rigolo. Ouais. Donc toi, tu as commencé il y a combien de temps, du coup? Et Pixel Nest, c'est 2014, donc 11. Il y a 11 ans. Donc créé avec Mathieu Auger à l'époque. On voulait faire des trucs ensemble, c'était pas très bien défini, donc on a créé une structure pour faire une app de cuisine. Une quoi? Une app de cuisine. Ah, j'ai cru une app comme sur la table. Ouais, d'accord. Oui, une application. Vraiment, on était plus en mode délire startup et tout. Et donc, ça s'est pas fait, forcément, sinon je serais pas là. Et par différents biais, notamment le Stunfest, on a fait un jeu pour le Stunfest. Et c'est là qu'on a commencé à utiliser des moteurs de jeu, à faire des jeux et tout. Le fameux voilà. Ster-Eden, du coup. Et ouais, Ster-Eden vient de là. Il vient du jeu du Stunfest qui était pas mal. Et on s'est dit, il est pas mal, on change les dessins, en 3 mois, on a un nouveau jeu. Donc ça a mis 18 mois, très compliqué, une vraie première prod de jeu. Mais donc ça a créé Ster-Eden à la fin de ces 18 mois, qui a bien marché, qu'on a porté partout, Xbox, PlayStation, iPhone, puis la Switch, qu'on a mis à jour avec toutes les frustrations qu'on avait, parce qu'on avait cut plein de trucs, et on a fait une mise à jour, on a enlevé toutes ces frustrations, et voilà. C'était 3 ans déjà, enfin ça a pris 3 ou 4 ans je crois. Belle moyenne. Ouais, ça va. Belle moyenne. 2 ça paraît une éternité en fait, déjà. Et après Mathieu a eu envie de faire d'autres choses en 2018-2019. Et donc moi j'ai continué de mon côté dans le jeu vidéo, lui il est parti plutôt dans la start-up. Donc toi à ce moment-là tu commences à travailler un peu pour les autres, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Monkey Moon. Ouais, c'est le premier projet, enfin j'avais fait de la presta un peu en intervention, on va dire, ponctuelle. Mais là, c'était rejoindre Nightcall, du coup, à l'époque. Ils étaient à la moitié de la prod, à peu près. Parce qu'on l'a pas dit, mais toi, tu as un profil de développeur. Ouais, t'as 100% programmeur. Voilà, j'ai fait des études de programmation, en licence d'informatique, master informatique. Vraiment un parcours... Enfin, j'ai commencé par faire du portail bancaire web, après du portail d'emploi. Du portail bancaire, ça fait rêver. Ça fait rêver, et voilà. Et donc, tu as prêté main forte pour Nightcall. Ouais. Et le projet était dans un état catastrophique. C'était vraiment le titre de mon poste, on va dire. C'était vraiment pompier. Il fallait éteindre les feux et faire que le jeu sorte. Donc, une belle aventure. Quasiment 6 mois, 1 an, je sais plus les dates, mais c'était assez long. Et c'est là que j'ai rencontré Anthony, Laurent, du coup, avec qui j'ai toujours en très bon contact. On espère retravailler ensemble prochainement. Mais voilà, donc Nightcall. Après Nightcall, je vais sûrement oublier les choses, mais j'ai fait un saut par Lone Stone à Nantes, qui faisait des jeux mobiles. Et c'est là que j'ai rencontré Eddie, donc mon associé actuel, qui est tech artiste, 3D artiste, animateur, enfin bref, dès qu'il y a un truc qui s'affiche en 3D, il est là, sait faire. Et moi, je sais pas faire, donc c'est très bien. Ouais. Après Nightcall, il y a eu Flat Eye.
avec oui. l'équipe de Nightcall en partie, donc avec Anthony, Laurent et d'autres gens. Corentin Brazard à la musique, donc qui a fait Nightcall, Flat Eye et Cthulhu. Donc à un moment, c'est toujours les mêmes gens, quoi. Finalement, c'est toujours les mêmes personnes Bah qui ouais. gravitent autour de Quand tes t'aimes bien les projets. gens, tu reposes avec eux. Donc il y a eu Flippon aussi, donc Il y ça a eu c'était ta Flippon. deuxième prod à toi. Et Flippon avant Flat Eye, effectivement. Flippon commençait sur le temps libre. Donc c'est un match 3. Ouais. Voilà. C'est un clone de Panel de Pon, Tetris Attack, à ma sauce. Voilà, j'avais envie de le refaire et d'essayer. Un match 3, ouais, arcade assez nerveux. Bon, ma mère arrive à le finir, donc c'est pas si exigeant Donc que ça. ça va, je peux. C'est bon. Mais bon, elle a pas mal insisté aussi. Mais... donc, ouais, il y a eu Flippon. Alors, moi, j'ai toujours un don pour faire les trucs au bon moment. Flippon, c'est je quitte mon poste à Lone Stone, qui était un CDI, pour finir Flippon et donc lancer Flat Eye en plein confinement. Donc, j'arrête tout revenu et je n'ai aucun route de secours juste avant le début du confinement en 2020. Excellent timing. Ouais. J'ai un sixième sens qui marche à l'envers pour les crises et compagnie. Donc, J'aime bien mon gros Fred. et on est là surtout aujourd'hui pour parler de Cthulhu. Ouais, puisque donc après Flippon, Flat Eye, qui a pris 3 ans, et après Flat Eye, un petit saut par amplitude. Voilà, j'ai testé le salariat double ou triple A, je sais pas, double A plutôt. Et alors? C'était pas mon truc, voilà. Franchement, c'était pas une mauvaise expérience ni une mauvaise boîte, mais j'allais avoir une grosse équipe à ma charge, un projet énorme, un projet où tu te dis, y a plus de 50 millions d'euros de budget et ça suffit pas. Et ça suffit et pas. tu fais les tableaux Excel et tu te dis non, ça rentre pas, on cut la moitié du jeu là. Donc des expériences, tu te dis mais bon, j'imagine juste avoir une fraction de ça et de faire des jeux toute ma vie, quoi. Et comment tu l'expliques que ça suffise pas? Parce que, y a des ambitions... démesurées? Non, c'est pas démesuré, mais en fait qui s'additionnent. Tu veux aller sur console, tu veux telle plateforme, tu veux telle feature, tu veux revoir ça, tu veux refaire une partie du moteur. T'additionnes tout ça. Si on parle, Amplitude fait des jeux ambitieux quand même et gros scope, ça rentre pas, quoi. Tu fais des listes énormes, des Excel énormes avec des. ça va prendre une semaine. Oh, ça va. Ah oui, ça prend 3 ans. Ah oui, très bien. Mais il faut que ça rentre en 1 an et demi. Très bien. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Oui, d'accord. Donc, au moins pour avoir travailler en équipe plus grosse, avoir des gens sous soi. Enfin, j'étais lead du coup sur le projet, mais j'étais pas vraiment lancé, donc c'était pas grosse pression, mais voilà, commence à prendre des décisions et tout. C'était assez formateur. Mais moi, ce que j'aime, c'est faire mes jeux à moi, à ma tambouille. Avec Eddy, on est des bricoleurs. Voilà, le matin, le jeu ressemble à ça. Le soir, il a pris 45 degrés. C'est très bien. On va très vite. Il y a une sorte de sobriété, finalement, oui. dans votre manière de créer du jeu vidéo. Clairement, ouais. Donc, l'idée de Cthulhu, t'arrive à quel moment? Et vers la fin d'Amplitude, on commence à prototyper avec Eddy. Moi, j'avais un proto dans les cartons. Alors, avant que Among Us décolle, puis Among Us n'a pas décollé tout de suite, et donc j'avais joué au truc, je me dis c'est bien, mais c'est pas ouf. C'est un peu cheap, voilà. Ouais, un peu prétentieux, j'avoue. Mais juste, on s'est dit, bon, on peut faire un truc un peu plus joli et un peu plus de gameplay, quoi. Et je me suis dit, y a moyen peut-être de jouer avec la lumière, notamment, de se cacher dans le noir, de cacher les corps dans le noir, et tout ça. Et Eddy, il me dit, moi, j'ai envie de faire un jeu où on creuse. Voilà, c'était sa condition. La consigne était simple. Core Keeper n'était pas encore sorti, mais c'était un peu l'idée de il a envie de creuser, lui. On se dit, bon, écoute, je pense qu'on peut mixer les deux. On peut faire un Among Us vu du dessus où on creuse et écoute, on mettra des trésors à trouver. Voilà, donc on prototype un truc dans le noir où donc, chaque joueur peut creuser autant qu'il veut. On peut prendre des objets dans les mains, on peut prendre des trésors, il faut ramener les trésors à un coffre. Il y a quand même un lien avec Cthulhu, hein. Et c'était assez fun, en fait. On voulait un truc genre à 16 joueurs où tu t'organises avec ton équipe pour tendre des pièges aux autres équipes et en même temps, toi, tu ramasses, faut avancer, il faut ramasser les trésors et tout. Donc un jeu multi, quoi. Après, on a commencé à pitcher ce truc-là à des éditeurs et tout, qui étaient pourquoi pas. Et là, donc là, la machine s'emballe un peu, on se dit, bon, si on veut le faire bien, il faut 1 million. Voilà. 1 million. Donc tu fais des grands documents, des grands Excel, des grands PowerPoint, tu te dis ouais, on va faire ça, ça sera une belle équipe et tout, il y aura 8 personnes pendant 3 ans, ça va être trop bien. Donc ça, c'est 2022, grosso modo. Ouais, c'est ça, 2022, 3, le temps est flou. Ouais, je crois qu'on est en 2025, si ça après. Ouais, 2020, allez, 22-23, faudrait voir avec Amplitude, c'est la fin d'Amplitude. Donc là, en gros, fin 23. Vous vous emballez. Ouais. Et pourtant. En fait, c'était assez vicieux. C'était avant la crise des financements de jeux vidéo, là, ou pile au début. Donc, je quitte un salariat très, très chouette à Amplitude pour aller dans une crise de jeux vidéo, à essayer de faire financer des projets, dans le 6e sens.
Et je perds le fil du coup, avec mes bêtises. Et donc on s'emballe avec les éditeurs, ouais. voilà, parce qu'en fait tu as un proto qui fonctionne, tu le pitch, les gens ils disent ouais c'est cool, faites-nous un pitch deck, enfin voilà, jusqu'où vous pouvez aller, on va voir si on peut financer ça. On a pitché alors il y avait Pleddy Juice qui était intéressé, il y avait Raw Fury un petit peu parce qu'on sortait de la taille Night Call avec eux, il y avait eu Devolver, enfin voilà, quand on commence à faire des calls avec les grands noms de Devolver, c'est un peu cool, on joue avec eux et tout, ça marche bien, les gens ils rigolent, on tient un truc quoi. Et donc, on fait des gros PowerPoint. Et puis, la mode à l'époque, c'était de dire, ouais, en dessous d'1 million, ils financent pas. Donc, toi, tu fais ton budget, 200 000. C'est déjà pas mal, 200 000. Puis, en fait, tu rajoutes des features, des trucs, et ça monte très vite. C'est facile de rajouter des lignes sur un Excel imaginaire. C'est plus difficile d'en enlever, mais on va en parler après. Ouais. Où tu te dis, on sera 3 graphistes, 2 programmeurs, il y aura des voix. Voilà, le budget, il monte tout seul. Facile. Et donc, ça finance pas. Et oui, ils te disent finalement... En fait, c'est long après. C'est une longue agonie de « Ouais, c'est cool peut-être, mais là, votre dernier proto, faudrait changer ça. » Alors tu changes ça, tu prends une autre direction. Et en fait, ça te plaît de moins en moins, ou ils te répondent plus. Et au final, tout s'épuise, jusqu'à un moment où c'était en été, où il y a un des éditeurs qui nous a dit que... Enfin, on a fait au moins 5 réunions avec eux. On a fait tous les changements qu'ils voulaient. C'était vraiment pas le dernier playtest pour valider que ça allait dans la bonne direction. Et à la fin, ils nous disent « Ouais, non. » Finalement... En fait, non. On va pas prendre. On va prendre d'autres jeux. Et on s'est dit, bon, tant pis, on va le faire nous-mêmes. Voilà. Et du coup, quelle décision vous prenez à ce moment-là du coup, on est obligé de focus, le scope qui était très flou, plein de possibilités. Puis très garni, du coup, pour monter à 1 million. C'est ça, où tu te dis, on fera des DLC, des maps, vraiment facile, quoi, imaginaire. Et là, on se dit, non, on va recentrer une expérience plus simple. Et donc, la direction, c'était plus, d'enlever à la base, c'était coopératif et compétitif. On coopère avec son équipe et on est contre les autres. Et déjà, on fait plus du coopératif. D'enlever parce que c'est compliqué à équilibrer. Enfin, voilà. Après, on s'est dit, plutôt Zelda, en fait. Ce côté top-down. Donc, on enlève Creuset, en fait. Et du coup, on enlève le noir. En fait, on enlevait beaucoup de... le point de départ, Creuset dans le noir. On a enlevé Creuset, on a enlevé le noir. Et il a resté tout le reste. Il restait des coffres. Il restait des petits bonhommes rigolos qui prennent des coffres, des trésors et les mettent dans les coffres. Du coup, on part sur une idée de donjon de Zelda, où tu as un donjon, un mécanisme un peu principal, ou un trésor au milieu, tu sais pas comment l'atteindre. Ok, il va falloir activer des leviers, ça va faire bouger des trucs, donc on va se coordonner, vraiment un Zelda coop, sans combat. C'est une des contraintes que je voulais imposer, notamment pour pouvoir jouer avec mes enfants. Je voulais un jeu accessible, facile à jouer, quoi, sans combat, sans violence. Alors, on a trouvé le titre Cthulhu. Donc on a mis Cthulhu, mais sans démence, tomber dans la folie, les cultistes, la fin du monde, tout ça. Il n'y a pas de point de santé mentale. Ouais, voilà, fallait éviter un petit peu de tomber là-dedans. Mais du coup, vraiment le côté puzzle des donjons Zelda. Donc on prototype ça, on arrive à la GameConf 2023. Ouais, 2023. Et avec un proto. On fait tester le proto, et c'est nul. Nul. C'est vraiment pourri. Ah ouais. Peut-être que vous aurez des images à montrer à ce moment-là. Oh la claque. Ouais, c'était pas fun du tout. En plus, on avait cassé le réseau parce que jusque-là, le jeu marchait en ligne et ça marchait plus trop en ligne. Et on fait tester à Deep Night, Sébastien Bénard. On utilise un de ses outils. Alors on utilise ça comme prétexte pour l'aborder, lui montrer le proto et tout. Et il teste le truc. Et il nous dit avec les formes que c'est nul, mais qu'il sent OK, ça pourrait aller quelque part. Et là, j'ai regardé Eddie, je lui ai dit, c'est bon, je sais ce qu'on fait. Il m'a dit, ouais, moi aussi. En fait, la discussion qu'on a eu avec Deep Night à ce moment-là, ça a fait tilt. Et on s'est dit, c'est bon, on a trouvé comment, à partir de ce proto pourri, on allait faire Cthulhu. Le pitch, c'est Fort Boyard. Voilà. Tu fais une salle, un défi. T'enchaînes les salles, et à la fin, il y a les pièces qui tombent du ciel. Voilà, c'est ça Cthulhu. Okay. Et à partir de là, c'était tout droit. C'est incroyable. Mais tu me disais, avant qu'on commence l'enregistrement, qu'il y a eu beaucoup d'itérations quand même. Ouais, ça fait déjà 4-5. Et puis après, Cthulhu, je dis c'est tout droit. En vrai, ouais, ça se slalom un peu. Il y a des trucs, ouais, forcément. Mais l'idée on va enchaîner des salles, chaque salle a un truc, et à la fin, il y a un trésor. Ça a bien structuré, en fait. Ça a structuré le level design. Le côté, on va toujours vers l'avant du niveau. Parce qu'il y avait plein de questions de... Où aller ? Ouais, où aller ? L'orientation. Comment tu fais que les joueurs ils s'éparpillent pas dans toutes les pièces ? Comment tu gères le pacing des niveaux ? Donc il faut des moments forts où les joueurs ils font des trucs et des moments où tu les laisses un peu galérer juste en mort. Donc il y avait plein de questions en suspens et là tout était résolu avec cette simple direction de dire salle par salle, tout droit. Voilà. Donc là il vous reste 2 ans en gros où vous avez passé tout votre temps à dev. Ouais, Toulouse c'est 2024.
Ça doit être février, on s'était dit jusqu'à Noël 2024. Le jeu était fini à Noël 2024. Ah d'accord, c'est moins de 2 ans alors par rapport... C'est rapide comme prod. Bah ouais, on était un peu bourrin. Après, on était un peu pas le choix aussi en fait. Pas de financement, à cause de l'argent, pas de réserve. Voilà, on a le jeu est donc j'ai pas fait qu'avec Eddie, on l'a coproduit avec le Headbang Club qui a fait Double Kick Heroes, qui a fait un Kickstarter pour Death Tower, leur prochain jeu et tout ça. Donc ils nous ont prêté un peu d'argent, ils nous ont prêté des gens aussi, level design, game design. Ils nous ont aidé à structurer, enfin ils ont chapeauté un peu le truc aussi. Donc on n'était pas que 2, mais on était vraiment 2 à plein temps. Mais voilà, quand il n'y a pas d'argent et qu'il faut aller vite, de toute façon, bon. On se débrouille. Pas trop, ouais, on se débrouille. Et... C'est le mantra, je pense, avec Eddie. Allez, on va y arriver, on va bricoler. Justement, sur ce manque d'éditeurs, vous avez trouvé une solution, entre guillemets. Vous avez créé T-Games. Ouais. Alors, je ne suis pas expert du tout sur le domaine, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Ouais, alors c'est une solution et en même temps, ça n'a pas résolu les problèmes d'argent, mais en novembre 2022, avec un autre associé, Vincent Bosé, on crée donc on a tous les deux des jeux dans du catalogue. Moi c'était chez Plugin Digital, lui c'était dans sa boîte qui va fermer, et on se dit bon, moi j'avais envie de récupérer les jeux, lui il allait récupérer les jeux mécaniquement. On se dit il faudrait qu'on récupère les jeux, qu'on les remette en vente, donc on ouvre tous les accès Steam, qu'on refasse la paperasse, le W8 BEN américain et compagnie, donc obtenir un EIN, enfin de la paperasse géniale. Steam te paye en dollars, donc il faut ouvrir un compte en dollars. Alors, il n'y a rien de sorcier, mais juste on se dit, on va faire 2 fois la même chose en même temps. Pourquoi on ne ferait pas ensemble? Et en fait, c'est un truc qu'on peut peut-être ouvrir à d'autres après. Donc T-Game, ça part de ça. Déjà une structure qui peut vendre les jeux, ça fait un catalogue commun, ça fait de la comptabilité commune, donc ça fait moins de paperasse après. Enfin, on fait juste une facture, on récupère l'argent en euros. Alors après, on a pensé plein de choses qu'on a plus ou moins réussi à mettre en place, mais déjà on a automatisé beaucoup ce qui se passe en T-Games. Donc en fait tu lui fais manger les rapports de vente Steam, Nintendo, enfin toutes les plateformes, ça te sort des chiffres tout simples, ça te sort des PDF tout propres. Donc tu sais ce que tu as vendu déjà. Donc voilà, c'est assez transparent, assez carré. Souvent c'est une des zones de flou des développeurs, ils savent jamais trop. Il y a des éditeurs français, des gros éditeurs français qui ne partagent jamais les chiffres. C'est ça. Voilà. C'est ça. La réponse est toujours mais si, ça se vend bien, oui. D'accord. Mais le chiffre exact. C'est étonnant de ne pas être transparent à ce point-là sur les chiffres. Ouais, c'est une philosophie, je sais pas, à l'ancienne peut-être. Mais donc pour beaucoup de studios, c'est compliqué. Tu recevais Caravan Sandwich dans une émission précédente. Je crois qu'ils n'ont toujours pas vraiment touché d'argent. À l'heure où on parle, ils n'ont pas recoupe l'argent que l'éditeur a avancé. Et je suis pas sûr qu'ils sachent vraiment les chiffres. Donc avec T-Games, on s'est dit effectivement la transparence. Et puis même si y a des dettes ou des trucs, vraiment on l'affiche et on explique comment les rembourser, et c'est clair. Donc après on a ouvert un peu la structure à d'autres devs. Donc on a sorti plusieurs jeux en 2024 via T-Games, il y a eu Pass Blaster, Cloudy Valley, Take the King, Night Bar Fight, et j'espère pas en oublier. Désolé sinon. Mais on mettra en commentaire de cette interview. Donc l'idée donc c'est beaucoup de devs solo, des petites équipes ou des équipes qui n'ont pas envie de créer une structure commune. Ils ont chacun un statut et ils font un jeu une fois, et voilà. Et donc là on était, je pense, le bon interlocuteur pour dire ok, vous faites votre jeu, on le distribue et puis on reversera à chacun sa part. C'est calculé automatiquement, c'est facile en fait. Finalement, T-Game, c'est un outil de simplification. Ouais. Voilà. C'est un peu le discours qu'on a affiné avec Vincent, surtout à la donne précédent qui vient de se terminer. C'était de dire, nous, on est très problème, outil. Voilà. Oui, l'esprit cartésien de l'informaticien. Un petit peu, ouais. Et l'outil est souvent du code, une appli. Donc voilà. Et du coup, pour Cthulhu, on a attendu jusqu'au bout. Moi, j'ai relancé à chaque milestone qu'on avait en interne, chaque proto un peu sympa. J'ai quand même relancé l'éditeur en disant, écoutez, à un moment, si vous mettez 50 000, 100 000 euros, on discute. On n'est quand même pas fermé. Enfin voilà. Et jamais. Il répondait plus à la fin. Et du coup, le budget global de Cthulhu, ça a été combien? Je pense qu'il y en a pour moins de 50 000 euros. Si on compte l'argent, vraiment la trésorerie, ce qui est parti de la trésorerie, Headbang et Pixelnest comprises, on doit être à 50 60 000 euros. Et vous en avez vendu combien pour l'instant? Alors, au départ, ok, mais pas Expédition 33. Non, mais après, il
On peut pas tous faire ça. Évidemment. C'est pas possible. Donc on est autour de 600 ventes là en à peu près 15 jours après la sortie, ce qui est en vrai mieux que ce qu'on espérait. On parle quand même d'un jeu coop où les gens ils vont l'acheter en solde, où les gens ils achètent une copie pour jouer à 4. Bon, il n'y avait pas trop d'intérêt à acheter ça un lundi en semaine, le jour de la sortie. C'était pas. Non. Voilà. Mais on a des bonnes wishlists, on a des bons retours, donc je pense que ça peut, sur la durée, on verra. Repose-moi la question dans un an. Ok, très bien. Voilà. Mais oui, c'est des jeux qui se vendent sur le temps long. Oui, il va pas vieillir trop vite. Au gré des soldes. Il y a des portages qui arrivent. Ah. Voilà. Le Fwisht. En fait, ils seront sortis d'ici la diffusion. Ils sortent quand, dis-nous. On verra. Normalement, c'est le 15 mai pour la Switch. Je pense que cette interview sortira sans doute après. Oui. Voilà. Donc, vous pourrez trouver Donc, c'est disponible sur Switch, peut-être Switch 2. Compliqué ou pas, le dev sur Switch 2 Impossible. Ah bon en France, je connais même pas 2 studios qui ont un dev kit, officiellement. Ah oui. Donc, voilà. À ce jour-là, impossible. Ah oui, c'est... Enfin, ils répondent pas aux demandes, ils répondent pas aux mails. Il n'y a rien d'ouvert sur ce qu'on appelle les back-ends, donc l'arrière-cuisine chez Nintendo, où on peut dire oui, je vais sortir un nouveau jeu, je veux commander du matériel. Rien d'ouvert au public. Pour l'instant, rien. La seule annonce qu'il y a, c'est où vous serez informé en temps et en heure. Voilà. Ok. C'était en janvier. D'accord, très bien. Bon, il faut prendre son mal en patience, quoi. Ouais. Et donc après cette sortie de Cthulhu, quels sont les projets futurs? Est-ce que tu te vois repartir sur un projet de jeu ou repartir en freelance? Je sais qu'il y a une période extrêmement compliquée pour le travail en freelance. Ouais. Donc, on va pas se mentir, il faut remplir les caisses. Donc, on est assez clair avec Eddie là-dessus. On a un objectif, on va dire, de chiffre d'affaires à tenir à l'année pour qu'on arrive à se payer correctement. Et si on l'atteint pas, il faut prendre des contrats. Lui, moi, séparés, ensemble, et puis après on met en commun, et puis on est deux et on partage, quoi. On a la chance là d'avoir des contrats tous les deux. Et je peux pas dire pour. Enfin, je peux dire. J'allais te demander pour qui, mais j'imagine que. Peut-être annoncé depuis. C'est pour Altshift, qui est à Montpellier. Ok. Mais je peux pas dire sur quoi, mais ils me prennent en gameplay UI programmeur pour pas mal de temps en fait. Donc ça aide beaucoup, clairement. Et on a une prod enfin moi dès que je finis le contrat, c'est parti. L'idée est déjà là. Ouais, Eddie est une machine à pitch. C'est bien et pas bien, mais voilà. À Addon, c'était horrible. Il était vraiment en mode allez, hop, un nouveau. Non, Eddie, tu mets tes pitches dans une boîte, c'est un endroit sur Notion, là, et un jour je les lirai peut-être. Ah oui, il a l'esprit qui. Je pense qu'il en a 2-3 par semaine. Hein. C'est une machine. Non, mais c'est précieux. Est-ce que tu penses que c'est le bon équilibre, justement, d'aller soit en contrat freelance, soit sur ses propres prods, ou est-ce que c'est juste un non-choix? Ouais, c'est un peu un non-choix pour la plupart. C'est cool de voir d'autres projets, de voir d'autres façons de faire, et puis d'apporter un truc aussi. Enfin, là, je sais qu'ils m'ont pris en gameplay UI programmeur, je donne quand même mon avis sur des trucs que je leur dis ça, vous avez prévu ça, j'y crois pas trop, mais c'est votre décision. Mais je peux au moins lever quelques incertitudes, quoi. Enfin voilà, apporter un peu d'expertise en plus. Maintenant, pour beaucoup de studios, moi, je veux faire mes jeux, c'est mon truc. Si je pouvais ne jamais faire de presta et faire que mes jeux, je serais beaucoup plus content, beaucoup plus serein. La presta, c'est une charge mentale aussi de se dire bon, bah là, on me paye quand même à faire un truc, il faut qu'il soit fait, bien fait, dans les temps. Quand on est Eddie et moi sur un jeu, on fait des trucs, c'est pas très grave, faut que ça marchouille. Justement, comment vous vous organisez pour travailler? Vous êtes dans un même lieu? Pas du tout, ouais. Non, on se voit pas souvent en vrai. Mais déjà avec Mathieu, on était en télétravail avant que ce soit cool. Hein. On était en 2013, on était en télétravail. Donc tout ce qui est Discord, Slack et compagnie, on est très très habitués. On s'appelle régulièrement, l'audio est quand même... l'écrit peut être lourd ou on plein d'incertitudes. Voilà, ouais. L'audio, ça va vite, ça lève beaucoup de problèmes. Donc on s'appelle souvent, on partage souvent l'écran et tout ça. Souvent on s'appelle, lundi matin, on s'appelle, on fait une liste de tâches et on se dit, on se donne des petites dates, genre une petite milestone, de dire dans un mois, ce serait bien que le proto il soit jouable. Voilà. Ou qu'on ait ce niveau de fini. Ou voilà, se donner des objectifs qui sont un peu plus gros que la semaine, mais moins gros que l'année quand même. Hein. Et puis avoir un calendrier global en tête, de se dire voilà, après on fera ça, et puis on fera ça, et puis de toute façon on verra. On va changer 4 fois d'avis d'ici là. C'est vrai que ça a l'air plutôt tranquille. Enfin, tranquille non, mais en tout cas très flexible comme manière de travailler. C'était d'ailleurs un peu compliqué pour le headbang qui du coup était pas à plein temps avec nous, mais donc nous on s'appelait le lundi avec Eddie, souvent on se rappelait le mercredi. Mercredi midi, ça avait déjà un peu changé, quoi. Il y a des trucs de design qu'on avait. Allez, hop, ça tourne.
Et après, comme nous, on s'appelle et on parle beaucoup, c'est vrai qu'on n'écrit pas, on communiquait pas forcément. On n'était pas les meilleurs coéquipiers, je pense. Est-ce qu'il y a, j'y pense là, est-ce qu'il y a des points communs entre les 3 jeux que tu as créés? Il y a un côté arcade beaucoup à chaque fois. Pourquoi t'as des références particulières, même pour Cthulhu, vous avez eu des refs particulières, à part Among Us au début Ouais, au final, il n'a plus grand-chose à voir avec Among Us. Il y avait Overcooked, évidemment, mais c'est... Eddie étant plus jeune que moi, faut le dire. Il a 32 ans, disons-le. Oui, c'est un petit jeune. Plus jeune que toi? Oui. Tu peux couper ça. Allez, c'est bon, c'est mon taquet à moi. Ces refs, elles sont plutôt PlayStation 1 et 2. Et en vrai, moi aussi, j'ai quand même bien joué à la Play. Et donc, on avait Crash Bandicoot en tête. C'est pour ça qu'il y a des gemmes à ramasser, quoi, à un moment. Qu'il y a des portails dans lesquels tu vas, comme Crash Bandicoot 3. Donc, il y avait Crash, il y avait Spyro. Lui, il a beaucoup Ratchet & Clank après, que moi, j'ai pas fait. Mais... Donc, il est plus ça. Moi, je suis de l'arcade avant et des jeux un peu avant. Mais le point commun, je pense, c'est le côté faut que ce soit fun très vite. Moi, je suis du genre pas très patient dans les jeux qui me font une intro d'1 heure avec une histoire et j'ai pas encore vu le gameplay. Oh, c'est dur. Non, laisse-moi. Pas très Expédition 33 finalement. Voilà. J'ai pas encore joué. Je compte y jouer. Et tu disais que tu avais programmé aussi ce jeu, créé ce jeu, notamment pour jouer avec tes enfants. Ouais. Donc moins de 10 ans. Ouais. On va dire ça comme ça. 9 et 6 là. Donc, ça marche bien? Ça marche très bien. Et ils ont beaucoup rigolé, ils ont beaucoup demandé. Puis après, ils ont joué à la version Switch qui était un peu buggée. Ils ont dit plus jamais. Voilà. Donc, elle va sortir pas buggée quand même. Oui, heureusement. Mais ils ont joué justement à une version qui n'était pas finie. Et en fait, ils en avaient marre du niveau qui plante ou d'être bloqué et tout. Et ça les a dégoûtés. Ils sont peut-être pas QA testeurs tout de suite. C'est pas... Clairement. Mais en fait, le côté juste comprendre ce qu'il faut faire, se déplacer, on peut se mettre des baffes, ils adorent. Ça marche bien. Donc, c'est hyper accessible pour la famille. Ce qui est pas mal. Parce que les jeux pour enfants... accessibles aux enfants sont très rares, très très rares. C'est une petite niche. Ouais, alors je ne sais pas si ça va vendre dans cette niche, mais même en fait pour jouer en couple avec quelqu'un qui est moins joueur que l'autre, et puis en fait enlever le côté combat, le côté die and retry, le côté tryhard de tous des jeux, c'est un parti pris. Alors ça fait aussi que y a des joueurs qui vont trouver ça trop facile. Hein. Effectivement, le but c'est d'aller traverser les niveaux et il n'y a pas vraiment d'obstacles qui vont t'arrêter en cours de route. Tu peux pas rester vraiment bloqué. On peut pas échouer? Non. Ah, d'accord. Ouais. Ça va peut-être réconcilier certaines personnes qui sont très frustrées par Overcooked, par exemple. Ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Overcooked, de mémoire, il y avait pour débloquer les niveaux suivants, il fallait un certain nombre d'étoiles. Oui, c'est ça. Deux, je crois, sur 3. Donc, à un moment, ça peut être un peu frustrant je suis nul, j'y arrive pas, et en plus, j'ai pas le contenu qui suit, quoi. C'est ça, et puis ça fait des petites engueulades devant la télévision. C'est du ça, avec tout, normalement, c'est vendu aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une philosophie particulière derrière tes jeux, de fun immédiat, d'accessibilité, etc. Tu dis ça, mais Sterelen, il est horrible. D'ailleurs, je l'ai patché, il est horriblement dur. Ça m'a pas... tu prends la manette, t'arrives à jouer, et puis le premier boss, il te détruit, en fait. Et t'as joué 15 secondes, et le premier boss, il te fait comprendre que non, mais tu vas mourir en 4 coups. Et tous les boss sont là pour te tuer de façon très rapide. Pourquoi, du coup? Je me souviens pas de ça. J'avais peut-être un skill incroyable à l'époque. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Je crois qu'on a 2% de joueurs sur Steam qui l'ont fini. Donc... Il y avait un côté roguelite aussi. Oui. Donc, on sait... Par essence, on va revenir, tout ça. Mais... Et ça va vite, donc la frustration, elle était gommée instantanément, en fait. Tu relances, il y a le métal à fond dans la musique, et puis tu es reparti dans l'aventure, donc c'était pas trop frustrant, mais en vrai, il était très dur juste parce qu'on n'était pas très bon en design, en fait. Ah. Pas vraiment par une décision de... C'était pas du choix, en fait. Non, pas trop. Hein. Ok, non, mais c'est intéressant. Et donc, j'ai patché Sterelen il y a, je sais plus, 6 mois, 1 an, pour justement ajouter un mode facile. Alors, je dis pas que c'est très facile, mais c'est plus facile. Il y a des périodes d'invincibilité plus longues, et les boss ils te lâchent de la vie, ils font moins de tirs, tu fais plus de dégâts. Jouer un petit peu sur les stats et dire ok, normalement là vous arrivez plus facilement à la fin du jeu. Vous n'allez peut-être pas le finir le jeu tout de suite, mais au moins vous passez le 3e boss, quoi. En fait, on constate avec les succès Steam, on voit très bien les paliers. Le 3e boss il fait un gros laser qui en fait la moitié de la barre de vie. La plupart des joueurs s'arrêtent là. Voilà. Okay. Ils se prennent le laser une fois ou deux et puis... Non, ça suffit. C'est fini. Ça suffit. Qu'est-ce que tu donnerais justement comme conseil pour un développeur, par exemple, qui veut se lancer en solo dev? C'est un gros mot. Hein. En ce moment, je pense que c'est peut-être pas... J'imagine que c'est pas la meilleure période. S'il doit être honnête, ne faites pas ça. Ou ne faites pas ça à temps plein. Je crois que la clé, c'est de jamais se mettre en danger financièrement.
Parce que pour sortir du danger, quand on est en indé, on peut vite cramer cette économie. On peut y passer 9 ans sur un jeu, ça arrive. Mais il faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Non. Est-ce que justement, il y a une bonne durée pour... Le plus court. Je trouve que Doute, avec Minami Lane, Kabuto Park qui va sortir et tout, a une philosophie, alors qu'il lui a réussi en plus, mais qui je pense est la bonne actuellement, même si tout le monde se met à faire des jeux courts et des petits scopes, mais en vrai, bon, faire des jeux plus courts, avec ses moyens, savoir qu'on peut le finir dans l'année par exemple, ou dans un temps où il y a encore de la réserve derrière. C'est pas la fin du chômage ou la fin du livret A, quoi. Je pense que c'est bien. C'est bien de viser ça. Et puis en fait, il y a du marché pour les jeux courts, et c'est déjà pas facile. Ah non. C'est déjà pas facile. Sortir un jeu, c'est déjà un petit miracle. Ouais, voilà. Donc, quand je donnais des cours, je disais toujours aux étudiants, faites déjà un Pong ou un Space Invader ou un truc, ça vous paraît ultra simple. En fait, vous allez déjà y passer un mois à galérer, et faites-le bien, et vous allez voir, déjà, c'est pas si facile. Est-ce que tu donnes aussi des cours à côté de temps en temps? C'était fut un temps. Fut un temps, jadis. Mes étudiants doivent être tous dans le milieu maintenant, ou faire autre chose, je sais pas, mais ils sont plus en études. Et ouais, j'ai donné 3 ans de cours à Laval. Ah oui, je vois. En parallèle de Nightcall, je pense. D'accord, ok. Compliqué la chronologie chez moi. Oh, on fera une frise pour accompagner cette interview, je pense. Ça va, il y a quand même plus complexe. Ouais, Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Eh ben, des projets, des nouveaux projets qui réussissent. Et le million avec un éditeur ou Non, en vrai, ça me va d'être à notre compte, puisqu'en plus, comme on est très changeant, on est très, on est très à notre sauce et tout. On a eu un peu de succès avec Sterelen à l'époque. On l'a pas trop compris, et puis il est pas venu d'un coup. C'était pas 1 million de copies vendues en un jour. C'était sur le long terme. Sterelen a très bien marché. Pendant qu'on y était, on n'avait jamais plus de 3-4 mois devant nous, en fait. Donc c'est toujours difficile de se dire, ok, on va faire 2-3 ans de prod sur un nouveau jeu, sachant qu'on est sûr que des tout petits débuts. Donc j'aimerais bien qu'on ait... Moi, mon idéal serait que le studio, il ait un peu de trésorerie devant lui, qu'on ait, je sais pas, 1, 2, 3 ans tranquille devant nous, et qu'on puisse faire des jeux, qu'on puisse avoir plus de monde avec nous. Moi, j'aimerais bien prendre pas des alternants ou des stagiaires, mais des juniors en fait. Attention. Oui, on n'a jamais pris. T'as dit patron de droite en intro, mais j'ai jamais pris d'alternant ni de stagiaire exploité. J'ai pas dit de droite, j'ai dit patron de 37 ans. Mais effectivement... Pour mes chers collègues qui me trouvent trop de droite... Non, mais c'est extrêmement compliqué d'être à la fois patron et développeur. Oui. On peut toujours se trouver sur la corde, on va dire ça comme ça. Mais grossir, ouais, c'est une envie. Grossir, rester à, je sais pas, 6 personnes max, quoi. En fait, moi, ça me dérangerait pas de plus faire de prod. J'ai eu ma dose de production de jeux, et avec son lot d'événements et de choses. Mais de chapeauter le studio et de dire, OK, vous avez envie de faire des jeux, vous êtes ultra motivé, mais allez-y, ça me fait trop plaisir de regarder ce que vous faites, donner mon avis et tout. Et de voir, si le studio pouvait faire des jeux et moi je chapeaute le truc, ce serait trop bien. Eh ben écoute, je te le souhaite. Merci. Merci beaucoup Damien. Merci Marion.